pour cette exploration. On a souvent cette impression que la comptabilité traditionnelle, avec ses colonnes de chiffres, elle ne voit qu'une partie de l'histoire, finalement. C'est un peu ça, oui. Mais qu'est-ce que la richesse d'une entreprise signifie vraiment aujourd'hui, au-delà du pur bilan financier? C'est justement au cœur de la réflexion qu'on trouve dans les documents qu'on examine, notamment cette vision prospective, l'avenir de la permacomptabilité 2040. Tout à fait. L'idée, c'est de plonger dans une approche comptable radicalement différente, qui vise une économie régénérative. Et d'emblée, on parle de dimension écologique, sociale, culturelle. Et économique, bien sûr. Oui, mais intégrée différemment, c'est ça. Exactement. Et cette vision, elle n'émerge pas par hasard, hein. Elle répond à une prise de conscience, disons, aiguë. Nos outils de mesure actuels sont probablement inadaptés aux défis écologiques et sociaux massifs. Ah oui. Donc, on ne parle pas de simples ajustements à la marge, là. On parle potentiellement d'une transformation de ce qu'on considère comme performance, ou même comme valeur. D'accord, alors allons-y. La permacomptabilité, initiée par Charles Jude. Qu'est-ce que c'est au juste? Les sources parlent d'une approche holistique. C'est le mot-clé, oui, holistique. L'idée semble être de dépasser la seule dimension financière pour embrasser plusieurs formes de capitaux. Il y a une phrase qui ressort: une méthode qui reconnaît et valorise les 8 formes de capitaux indispensables à une prospérité durable et résiliente. 8 formes, c'est beaucoup. C'est ça, 8. Et ce qui est fascinant, je trouve, c'est l'inspiration derrière tout ça, la permaculture. La permaculture, comme pour le jardinage. Oui, mais appliquée à l'économie. Reprendre les grands principes. Prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain, partager équitablement, et les transposer au domaine comptable. Franchement, c'est assez audacieux. Ça force à tisser un lien direct, très fort, entre économie et écologie. Là où la compta traditionnelle a plutôt tendance à les séparer, à les mettre dans des cases différentes. D'accord. Et cette inspiration, elle se traduit par une vision qu'on pourrait qualifier de systémique et régénérative. On arrête de regarder les choses en silo, quoi. Ok. On considère l'entreprise comme un écosystème qui est interdépendant d'autres écosystèmes. Le but, ce n'est plus seulement de faire du profit financier, c'est de créer de la valeur sur plusieurs plans et surtout de s'inspirer de la nature, de sa résilience, pour construire une durabilité durable. C'est presque du biomimétisme comptable, si on veut. 8 capitaux, vous disiez. Alors, au-delà du financier, qu'est-ce qu'on trouve dans cette liste? Eh bien, on trouve d'abord le capital vivant, ou naturel si vous préférez. Ça couvre l'eau, les sols, la biodiversité, tout le socle écologique. Logique. Ensuite, il y a le capital expérientiel. Ça, c'est tout le savoir-faire accumulé, l'expérience des équipes, l'apprentissage organisationnel. Ah, intéressant ça. Puis le social. Là, on parle de la qualité des relations, de la confiance avec les partenaires, les clients, les fournisseurs, mais aussi l'ancrage local, la cohésion interne. D'accord. Viennent après l'intellectuel les idées, les brevets, l'innovation, le matériel, les bâtiments, les machines, l'infrastructure physique, le culturel, les valeurs partagées, l'histoire de l'organisation, son identité propre. Et même le spirituel. Alors là, on touche au sens, à la raison d'être profonde de l'entreprise. Pourquoi elle existe, au-delà du profit. Spirituel, carrément? Oui. L'idée centrale derrière tout ça, c'est que tout est lié. Tout est interconnecté. On ne peut pas piocher indéfiniment dans un capital, disons le naturel, pour nourrir le financier sans qu'il y ait des conséquences, tôt ou tard, sur l'ensemble du système. Là, le contraste avec la compta classique, il est saisissant, hein. Elle se concentre sur le financier, point barre. C'est ça. La permacomptabilité, elle dit, attention, il y a 8 dimensions de valeur à gérer. 8. D'un côté, une vision linéaire très compartimentée. Très en stylo, oui. Et de l'autre, une approche en réseau, holistique. Ce qui me frappe aussi, c'est comment elle traite les fameuses externalités. Ah oui, les externalités. Ces impacts sur l'environnement, sur la société. La compta classique a tendance à les ignorer ou à les mettre à côté. Alors que la permacomptabilité, si je comprends bien, cherche à les intégrer au cœur même du système. Absolument. C'est un point fondamental. Et du coup, l'objectif change radicalement. On passe d'une logique où on cherche à maximiser l'extraction de valeur financière, souvent à court terme d'ailleurs, à une logique de régénération.
Régénération. Oui, régénération de tous les capitaux sur le long terme. Le postulat est simple au fond. Une entreprise ne peut être vraiment pérenne que si elle maintient, et idéalement si elle améliore, l'état de toutes les ressources humaines, naturelles, sociales, culturelles, etc., dont elle dépend pour fonctionner. D'accord. C'est un changement, mais fondamental de perspective. On ne peut plus considérer la nature ou le bien-être des salariés comme de simples variables d'ajustement pour optimiser le profit financier. Ça ne tient plus. Et cette idée de régénération, ça nous mène à une évolution intéressante des pratiques comptables elles-mêmes. Les sources esquissent une sorte de parcours, non? Oui, on peut voir une trajectoire. On part du modèle traditionnel, focalisé sur le financier pur. Ensuite, on a vu émerger ce qu'on appelle la comptabilité durable. C'est ça, avec la RSE, le triple bilan, oui, le fameux triple bottom line, People, Planet, Profit, qui essaye d'intégrer des éléments sociaux, environnementaux. Mhm. Et la permacomptabilité, elle se positionne comme l'étape d'après, la comptabilité régénérative. C'est bien ça? Oui. Et cette évolution, elle est aussi poussée par les limites qu'on a pu constater avec les approches précédentes. La RSE, par exemple. Oui. Bien qu'utile pour sensibiliser, elle est souvent critiquée, pour être un peu déconnectée des opérations réelles de l'entreprise, pour générer de beaux rapports qui n'influencent pas toujours les vraies décisions stratégiques. D'accord. Le risque du greenwashing ou du social washing. Voilà. On a vu aussi les tentatives plus poussées comme le modèle CARE en France, qui essayait d'appliquer un principe d'amortissement au capital naturel et humain, ou le triple capital. Mais souvent, ça restait des initiatives un peu isolées, sans une intégration complète dans le pilotage de l'entreprise. Alors, quelle est la différence fondamentale avec cette approche régénérative? C'est quoi le saut qualitatif? Alors, la nuance est vraiment cruciale. La durabilité, classiquement, elle vise souvent à réduire les impacts négatifs. À faire moins de mal, si on veut simplifier. Ok, limiter les dégâts. C'est un peu ça. Alors que la régénération, elle vise à créer activement des effets positifs. L'ambition est plus élevée. Ah oui, Pensez à un agriculteur. La durabilité, c'est, ne pas épuiser son sol. La régénération, c'est l'enrichir activement, le rendre plus vivant, plus fertile qu'il ne l'était avant son intervention. d'accord, je vois. L'ambition, c'est de réparer, de restaurer, d'améliorer activement les systèmes naturels et sociaux auxquels l'entreprise est connectée. C'est pas juste neutre, c'est positif. Bon, projetons-nous un peu en 2040, comme le font ces analyses. Qu'est-ce qui pourrait nous pousser massivement vers ce type de comptabilité régénérative? Quels sont les moteurs? Alors, les sources identifient plusieurs grandes forces qui semblent converger. D'une part, il y a l'évolution réglementaire. Ça, c'est un moteur puissant. Comme la CSRD en Europe. Exactement. On peut imaginer que des normes comme la CSRD s'étendent, se généralisent, rendant le reporting extra-financier plus robuste, plus comparable, et surtout obligatoire pour beaucoup plus d'entreprises. On peut même imaginer une fiscalité qui récompense réellement la régénération des capitaux naturels ou sociaux et pas seulement le profit financier. D'accord. Et à part la réglementation? Il y a les attentes sociétales, elles évoluent très vite. On voit une demande de transparence de plus en plus radicale. Des consommateurs, des investisseurs, des talents aussi, qui choisissent les entreprises en fonction de leurs impacts réels, pas juste de leur discours. Oui, ça on le sent déjà. Ça change vraiment la donne. Ensuite, il y a la pression de plus en plus forte des limites planétaires. On ne peut plus ignorer la raréfaction des ressources, la crise climatique, l'effondrement de la biodiversité. La réalité nous rattrape. Voilà. Et ça force à intégrer ces réalités physiques, biologiques, dans les calculs économiques. Ce n'était pas le cas avant. Et enfin, on voit émerger de nouveaux indicateurs. On cherche à mesurer une performance qui soit vraiment multidimensionnelle. Un ROI qui ne soit pas que financier, qui intègre le bien-être, la santé des écosystèmes, des KPI régénératifs. Les documents envisagent même un horizon vers 2035-2040 où la permacomptabilité ne serait plus vue comme une alternative un peu marginale, Mais comme le standard. mais deviendrait le standard, oui. L'interdépendance de tous ces capitaux serait alors au cœur des stratégies d'entreprise. Ça paraît encore un peu loin, mais on sent que les changements s'accélèrent, c'est vrai. Tout à fait. Mais pour que ce changement soit possible, techniquement, il faudra des outils. Et c'est là que les technologies émergentes entrent en jeu. Oui, justement, comment la technologie peut aider concrètement? Parce qu'on imagine bien que mesurer 8 capitaux, dont certains sont assez qualitatifs, ça demande beaucoup de données et des données fiables. Absolument. C'est un défi technique majeur. Mais regardez par exemple l'Internet des objets, l'IoT, et les capteurs environnementaux. Mhm. Sur l'état des écosystèmes, la qualité de l'eau, la santé des sols, la consommation d'énergie.
Et ces données pourraient être directement intégrées dans une comptabilité beaucoup plus dynamique, beaucoup plus vivante. D'accord. Et l'intelligence artificielle? L'IA, elle, pourrait être très utile pour analyser d'énormes volumes de données complexes, pour modéliser les impacts parfois indirects des activités d'une entreprise, pour prédire des risques écologiques ou sociaux, ou même pour aider à construire ces nouveaux indicateurs multicapitaux dont on parlait. On peut imaginer des tableaux de bord intelligents qui montrent l'évolution de tous les capitaux, pas juste le financier. Et la blockchain, qu'on cite souvent pour la traçabilité, elle a un rôle à jouer là-dedans? Elle pourrait en avoir un, oui, notamment pour vérifier et sécuriser les informations tout au long des chaînes de valeur. Par exemple, pour s'assurer qu'un engagement pris sur la préservation de la biodiversité ou sur les conditions de travail chez un fournisseur est réellement respecté, de manière infalsifiable. D'accord. Mais il faut être lucide aussi. Il y a ce que les sources appellent le paradoxe numérique. Le paradoxe numérique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que toutes ces technologies, aussi puissantes et utiles soient-elles, elles ont elles-mêmes une empreinte écologique et sociale non négligeable. Ah oui, bien sûr. La consommation d'énergie des serveurs, l'extraction des matériaux rares pour les composants, l'obsolescence programmée, tout ça, ça pèse lourd. Une permacomptabilité qui se veut cohérente doit aussi intégrer l'impact de ses propres outils. Logique. On parle d'ailleurs de permacomputing, une approche de l'informatique qui s'inspire elle aussi des principes de la permaculture pour être plus sobre, plus résiliente, plus durable. L'enjeu, c'est vraiment d'utiliser la technologie à bon escient, comme un levier pour améliorer la mesure et la régénération, mais sans créer plus de problèmes qu'on en résout. C'est un équilibre délicat à trouver. Tout ça peut sembler encore un peu théorique pour certains. Est-ce qu'il existe déjà des entreprises qui s'engagent concrètement dans cette voie de la permacomptabilité ou d'approches similaires? Oui, oui, et heureusement. C'est encourageant de voir qu'il y a des pionniers. Les exemples comme Patagonia sont souvent cités, et à juste titre. Oui, on les connaît bien. Ils ont intégré un modèle d'impact environnemental et social depuis très longtemps dans leur modèle. Et leur récente transformation, où l'entreprise est maintenant détenue par un trust environnemental et une association, va encore plus loin dans cette logique de primauté du vivant et du social. C'est assez radical, oui. Il y a aussi Interface, le fabricant de dalles de moquette. Eux, ils sont passés d'un objectif mission zéro, zéro impact négatif, à un objectif climate take back, c'est-à-dire avoir un impact positif sur le climat, être carbone négatif. Ah oui, carrément. Et pour ça, ils ont développé leurs propres outils, comme Ecometrics, pour mesurer et même essayer de valoriser les externalités positives qu'ils génèrent. D'autres exemples, peut-être, plus proches de nous. Oui, plus près de nous en France, on peut penser à des entreprises comme Tikamoon. C'est une entreprise qui se définit comme régénérative, qui travaille beaucoup sur la régénération des écosystèmes forestiers liés à son activité et qui met en avant la valorisation du capital humain, du capital artisanal. On voit aussi des PME qui expérimentent le modèle CARE dont on parlait tout à l'heure pour essayer d'intégrer l'amortissement du capital naturel dans leurs comptes de manière très concrète. Ce qui ressort de ces pionniers, c'est souvent une approche qui est progressive, mais qui est très ancrée dans la stratégie de l'entreprise. Et surtout, une volonté de quantifier réellement ces fameux capitaux non financiers, de ne pas rester dans le déclaratif. C'est inspirant, effectivement. Mais on imagine bien que ça ne doit pas être simple tous les jours. Quels sont les principaux freins, les obstacles majeurs identifiés pour généraliser ce type d'approche? Oui, ils sont nombreux. On peut peut-être les regrouper en, disons, deux grandes catégories. D'abord, il y a les barrières techniques et de mesure. Celles qu'on évoquait un peu avec la technologie. Exactement. Comment on standardise la collecte et la mesure de données aussi diverses que l'impact sur la biodiversité locale, le niveau de bien-être au travail ou la qualité de la relation de confiance avec les partenaires. C'est très complexe. J'imagine. Nos systèmes d'information actuels, les ERP classiques par exemple, sont rarement conçus pour intégrer ce type de données de manière fluide. Il y a un vrai défi d'outillage et de méthodologie. D'accord. Et la deuxième catégorie de barrières? Ensuite, et c'est peut-être le plus difficile à surmonter, il y a les barrières culturelles et organisationnelles. La résistance au changement. Voilà. La résistance au changement est humaine. C'est normal. Les habitudes de pensée, qui sont très centrées sur le profit financier à court terme, sont profondément ancrées dans nos organisations, dans nos formations aussi. Oui. Il y a un énorme besoin de formation. Former les comptables, les contrôleurs de gestion, les financiers, les dirigeants, à ces nouvelles logiques, à ces nouveaux indicateurs. Et puis, il manque souvent un cadre réglementaire et fiscal qui soit vraiment incitatif, qui encourage et récompense cette transition vers la régénération. Les législations peuvent même être contradictoires parfois.
Ça confirme bien que ce n'est pas juste une affaire d'experts comptables ou de nouveaux logiciels, c'est beaucoup plus profond. Exactement. C'est une transformation qui touche vraiment au cœur de l'entreprise. Sa gouvernance, comment les décisions sont prises, sa culture, les valeurs partagées, ses processus opérationnels, les compétences de ses équipes. Ça demande une volonté stratégique très forte au plus haut niveau et une approche systémique du changement. On ne peut pas juste rajouter un petit module permacompta à côté du reste. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, si une organisation est convaincue et veut s'engager sur ce chemin, par où commencer? Quelles seraient les premières étapes, les bonnes pratiques recommandées? D'après les retours d'expérience des pionniers, quelques bonnes pratiques semblent émerger. Souvent, ça commence par une forme de diagnostic multicapital. Faire un état des lieux. C'est ça. Où en est-on aujourd'hui sur nos différents capitaux? Quels sont nos impacts majeurs, positifs et négatifs sur chacun d'eux? Ça permet d'identifier les priorités. Ensuite, il paraît crucial d'impliquer toutes les parties prenantes dès le début. Les salariés, les clients? Oui, les salariés, les clients, les fournisseurs, la communauté locale. Parce que cette approche change fondamentalement la relation qu'on a avec eux. Il faut co-construire la démarche. Et enfin, une recommandation quasi unanime, c'est d'avancer par étapes. Il ne faut pas vouloir tout révolutionner du jour au lendemain. Plutôt expérimenter sur un périmètre, mesurer les résultats, apprendre, ajuster. Une approche progressive. Et pour accélérer ce mouvement plus largement, quels sont les leviers sur lesquels on pourrait agir? Plusieurs leviers sont mentionnés. La formation, on l'a dit, est absolument clé. À tous les niveaux, initial et continu. Le développement d'outils adaptés, plus accessibles, peut-être open source pour certains. Les partenariats entre entreprises, pour partager les bonnes pratiques, les données, mutualiser les efforts. Et bien sûr, un plaidoyer collectif pour faire évoluer les normes comptables internationales et les politiques publiques pour créer un environnement plus favorable. L'accompagnement au changement, lui, passe souvent par une séquence assez logique. D'abord, sensibiliser, faire comprendre les enjeux, le pourquoi. Ensuite, expérimenter, tester concrètement, même à petite échelle, pour démystifier. Puis, intégrer progressivement ces nouvelles mesures, ces nouvelles logiques, dans les processus de décision quotidiens. Pour enfin, idéalement, arriver à une transformation plus profonde, qui peut toucher jusqu'à la raison d'être même de l'organisation, sa mission fondamentale. Et c'est clair que c'est un effort collectif. Ça implique les entreprises, bien sûr, mais aussi les institutions, les chercheurs, la société civile. Tout le monde a un rôle à jouer. Pour revenir à cette vision pour 2040, si la permacomptabilité devient effectivement la norme, le standard, qu'est-ce que ça change fondamentalement dans notre économie, dans notre société? Mais ça change potentiellement tout, ou presque. Imaginez un monde où les décisions d'investissement, les choix stratégiques des entreprises sont basés non plus seulement sur le retour financier attendu, mais sur la capacité réelle à régénérer l'ensemble des capitaux naturels, humains, sociaux. Ce serait une révolution. Oui. Imaginez un monde où la destruction du capital naturel ou l'épuisement du capital humain a un coût direct et visible dans les comptes de l'entreprise et donc pèse sur sa performance globale. Où les entreprises sont valorisées non pas juste pour leurs profits, mais pour leur contribution réelle mesurée au bien-être collectif et à la santé de la planète. Ce serait une économie qui serait enfin réellement alignée sur les limites planétaires d'un côté et sur les besoins humains fondamentaux de l'autre. C'est ça l'ambition ultime. Il y a une phrase tirée des analyses qui résume bien cette perspective, je trouve. En 2040, nous ne nous demanderons plus pourquoi intégrer la permacomptabilité, mais comment nous avons pu fonctionner autrement pendant si longtemps. C'est une belle façon de le dire, oui. Ça souligne le potentiel changement de paradigme. Voilà, qui nous donne beaucoup matière à réflexion. La permacomptabilité, finalement, nous invite à élargir radicalement notre définition de la valeur, bien au-delà du seul profit financier. Tout à fait. C'est une réponse, ou en tout cas une proposition de réponse, aux crises écologiques et sociales actuelles. Une réponse qui demande de repenser nos outils de mesure, nos modèles économiques et peut-être même, plus profondément, notre rapport au monde. C'est une voie exigeante, c'est sûr, mais potentiellement porteuse d'une prospérité plus juste et plus durable, plus régénérative. Et peut-être, pour prolonger cette réflexion de manière un peu plus personnelle après notre discussion, une question que chacun pourrait se poser, parmi ces 8 capitaux qu'on a listés, financier, vivant, social, culturel, expérientiel, intellectuel, matériel, spirituel, quel est le capital non financier que ma propre activité, mon organisation ou même mes choix personnels impactent le plus aujourd'hui? Positivement ou négativement d'ailleurs. Bonne question. Et une fois identifié, comment est-ce que je pourrais imaginer, ne serait-ce qu'un tout petit pas, pour commencer à mesurer cet impact, ou encore mieux,
pour commencer à régénérer activement ce capital spécifique. Juste une première étape.